Et on n'a pas le temps pour prendre un café, les gars, là. Donc on y va tout de suite. Et les mecs, j'ai une super nouvelle. J'ai retrouvé ma voix. Ah putain. Ça y est, c'était donc ça. Et ben tu sais quoi, tu vas avoir besoin. Tu ne chanteras pas. Alors ça c'est Non. Même pas du Je Cabrel. vais me rattraper Écoute, de l'épisode tu vas avoir précédent. intérêt, Un vrai bonheur. Tu vas avoir intérêt à utiliser ta voix parce qu'on a un invité qui lui ne s'en laisse pas compter et je peux dire qu'il est assez bavard avec des bonnes piques. Ben, c'est Marius Bertolucci. Eh oui. Toujours très élégant, tiré à 4 Claire. épingles, mais je peux te dire qu'il te balance des punchlines. Vous allez transpirer, les gars. Moi, je me suis pas encore remis de l'entretien prépa qu'on a eu avec lui. Voilà. Donc, j'ai C'est clair. vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur l'épisode. Normalement, ça secoue et en tout cas, ça va laisser personne indifférent parce que moi, c'est sûr. je suis encore sous le choc. Technocritique ou techno-optimiste, choisissez votre camp. Hein. C'est ça. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Salut à toi, toi aussi, et puis toi là-bas. Salut à toutes les paires d'oreilles qui ont fait le bon choix, celui de French Tech. Cyril Chaudois pour vous servir est toujours accompagné de mes deux intelligences, mais artisanales, Thibaut Leman et Mick Lévy. Salut. C'est la première fois qu'on me dit que je suis un artisan, mais, Ouais, mais je écoute, prends une intelligence artisanale. Magnifique. Il y a un début à tout. C'est comme ça que je me définis dans mes conférences. Je ne suis qu'une intelligence artisanale, je préviens tout le monde. Messieurs, une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer par un hommage. Un hommage tout particulier à Marie-Odile Morandi, qui, après avoir enseigné pendant plus de 30 ans la technologie en lycée, figurez-vous, s'engage au sein de l'association April qui défend le logiciel libre. Elle retranscrit plein d'émissions et de podcasts sur libralire.org pour diffuser l'esprit critique et entre autres pour les rendre accessibles, notamment aux malentendants. Et figurez-vous que c'est une fidèle de French Tech. Elle fait un travail titanesque sur nos épisodes depuis presque le début de notre aventure. Et ce n'est pas une IA. Alors, on ne se connaît pas, Marie-Odile, mais franchement, big up. Un grand merci Marie-Odile, bisous. Oh oui, Marie-Odile, merci énormément. C'est vraiment hyper agréable de t'avoir à nos côtés. Gosbo Thibaut. Prêt pour un épisode orgasmique? Wow. Aujourd'hui, on se pose une grande question. Que dis-je grande? Existentielle. L'IA, cette vache sacrée, ce veau d'or, l'idole parmi les idoles, promesse de nos jours plus heureux, serait-elle finalement en train, et à grande vitesse, je vous prie, de nous faire un enfant dans le dos? Nos incantations de progrès, d'humains augmentés par le transfert méticuleux de ses capacités cognitives dans la machine à apprendre, pour mieux nous apprendre à son tour, ne seraient que poudre de perlimpinpin, les amis. Oui, l'homme va plutôt finir diminué à ce rythme-là, par l'IA, et peut-être même au point de tous finir aussi cons que Perceval dans Kaamelott, qu'on vient d'entendre, et à qui on nous demande donc désormais de se taire. Fais gaffe, tu continues, je vais Oui, moi aussi pareil. peut-être te demander. C'est très fatigant. Mais si, je vous assure. En tout cas, c'est ce qu'affirme notre invité Marius Bertolucci. Mais alors, que lui manque-t-il à l'IA pour tenir ses promesses et nous élever plutôt que déqualifier? Marius Bertolucci est maître de conférences en sciences de gestion, spécialisé en gestion publique au sein de l'Institut de management public et gouvernance territoriale et du laboratoire Sergam à Aix-Marseille Université. Il est également secrétaire général de la Société de philosophie des sciences de gestion. Avec lui, nous nous demanderons si la technologie est devenue notre nouvelle religion, puis nous lui demanderons en quoi et à quel point l'IA nous diminue-t-elle pour enfin explorer le champ politique, pour voir si ce n'est pas de ce côté qu'il y a un problème. Gros programme, mais vous mourrez d'envie de savoir quelle chronique nous accompagne aujourd'hui, je le sais. Eh bien, il y aura la philothèque d'Emmanuel Goffi et la tech entre les lignes de Louis de Diesbach. Et dans moins d'une heure maintenant, nous débrieferons juste entre vous et nous, comme de coutume. Restez donc jusqu'au bout, et il est l'heure d'accueillir Marius. Bonjour Marius. Bonjour. Marius, on se tutoie ? C'est la tradition à French Tech, donc oui, bien sûr. Exactement. Il fait beau en Provence, là, en ce moment, il fait chaud ? Plus qu'à Nantes, hein, j'ai vu la météo, oui, bien sûr. Oh là 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 là. Ça balance Attention, direct. tu sais, nous L'attaque ici, météo. on est carrément brûlants, on est tous en short dans le studio. Alors c'est parti pour notre grand entretien. Vous êtes bien dans French Tech et ça commence maintenant. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors Marius, tu te définis toi-même comme un technocritique et il me semble important pour débuter cet épisode d'apprendre à te connaître ou plus précisément de comprendre d'où part ta réflexion. Alors je te cite. Par l'absence de toute idéologie morale, religieuse ou autre, on plonge dans l'idéologie de l'IA et de ses discours marketing. Dans notre monde postmoderne, on n'a plus rien à opposer à la technique. Fin de citation. De fait, Marius,
ton point de départ à toi, c'est finalement pas l'IA, tu nous en as parlé lors de notre session de préparation, mais ce que tu as appelé la société postmoderne, et que tu vois finalement comme un peu une forme de déchéance de notre société, peut-être de génération en génération. Alors, je crois qu'il faut partir de ce point-là pour comprendre tout ce que tu vas nous dire sur la suite de l'épisode. C'est quoi le problème au juste de cette déchéance, selon toi, de la société ? Je vais résumer ça en une citation, celle du philosophe Gunther Sanders. Tous nos concepts moraux ont été gazés à Auschwitz et atomisés à Hiroshima. Voilà. En un mot, on a perdu l'ensemble des grands récits structurants de la société moderne, des valeurs. Et voilà où nous en sommes. On ne s'est pas rattrapé depuis Auschwitz et Hiroshima sur les réflexions morales, même si on n'est pas du tout à l'abri de retomber dans ces pièges-là. Hein. Ouais. C'est clair que les menaces sont fortes, mais il y a quand même eu un petit peu de chemin fait depuis. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres formes de choses horribles dans l'histoire, bien avant Auschwitz, bien avant Hiroshima ? Oui, mais en fait, c'est que la post-modernité, donc ça s'inscrit après la modernité. La modernité, c'était des grandes espérances dans l'émancipation de l'homme, le progrès technique pour améliorer la société. Il y avait des grandes valeurs, la dignité de l'homme, la liberté, etc., etc. Et alors, l'expression, le concept de postmodernité, ça vient d'un livre de Lyotard en 1979. Et voilà, c'est l'analyse la fin de la structuration de nos sociétés par des grands récits. Grands récits, il faut comprendre la religion. Ensuite, ça a été les religions politiques, communisme, nazisme, qui prétendent expliquer la totalité du réel et qui structurent les sociétés. Tout ça se casse la gueule et donc on n'a plus de grandes valeurs à opposer à la technique. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Mais est-ce que c'est pas pardon, mais simplement un réflexe générationnel où on a constamment l'impression que la génération d'après va moins bien que celle d'avant ou que la nôtre ? Et que, du coup, on a cette impression-là. Mais honnêtement, je me rappelle avoir lu des choses de Stefan Zweig. On prend des philosophes de l'Antiquité. Ils disent tous que la génération d'après est moins bien que celle de maintenant et tous qu'on est face à une forme de déchéance. Alors, ça fait 2500 ans qu'on est dans des formes de déchéance. Est-ce qu'on peut encore tomber plus bas ? Non, et blague à part, est-ce qu'il n'y a pas ce réflexe-là derrière, simplement ? Avec Nietzsche, je dirais que la décadence, elle commence avec Socrate, mais on va pas commencer là. Mais ah bah là, tu remontes vraiment loin pour le coup. Ouais, là, je vais loin, mais on va revenir à ici. C'est que vraiment, la modernité, c'était les Lumières, c'était un vrai projet. Le sujet libéré, le sujet émancipé, le droit, la raison, il y avait des grandes valeurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à opposer à la technique ? Quoi, il y a plus grand-chose. L'homme révolté, il dit non au nom d'un grand oui. Et la vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on oppose ? Quel est le grand oui qu'on va mettre face à la technique ? Il y a des grands oui de progrès sociaux quand même. Il y a des progrès sociaux qui sont incroyables. Il y a un accès à la connaissance, à l'information qui est très récent et qui est incroyable. On ne peut pas dire qu'il n'y a que la technique quand même. Je peux l'affirmer parce que c'était vrai l'accès à la connaissance, mais aujourd'hui, c'est quoi l'accès à la connaissance ? Souvent, on nous dit oui, il faut regarder les usages des écrans, il faut voir ce qu'on met derrière. C'est simple à regarder. Quand vous avez 30% des adolescents aux États-Unis qui sont quasiment constamment connectés aux réseaux sociaux, et on inclut YouTube là-dedans, c'est une étude de décembre 2023, ils regardent quoi ? Ils regardent du TikTok, ils regardent du YouTube, du Snapchat et du porno. Donc on n'est pas en train de dire... Non, mais parce qu'on part déjà ils sur veulent avoir truc, la moindre information. Ça leur prend aujourd'hui 25 secondes sur Google quand il leur aurait fallu 2 heures pour aller dans une bibliothèque. Et ça, on s'en sert aussi, même si c'est pas le gros du temps d'écran. Très, très bien. Mais l'accès à l'information est un véritable progrès qui est amené par la technologie, mais par plein d'autres choses. Mais là, on est déjà sur les progrès, je dirais, micro, c'est-à-dire très usage. J'aimerais revenir quand même à ce que dit Marius au départ, parce qu'il est parti très très fort, très très loin sur Gunther Anders et sur la référence à Auschwitz et Hiroshima, qui relève plus des idéologies. Moi, j'aimerais te citer Georges Bernanos, qui dans La France contre les robots, écrit en 1945, dit « Les régimes jadis opposés par l'idéologie sont maintenant étroitement unis par la technique. Un monde gagné pour la technique et perdu pour la liberté. » C'est-à-dire que 1945, lui, il a été engagé, il me semble, dans la Première Guerre mondiale, entre autres. Il écrit donc ça pendant voire la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. Il dit, il y avait des blocs avant qui étaient opposés par les idéologies. C'est un petit peu ce que tu nous racontes aussi. Et par contre, la technique, quelque part, les unit plus ou moins, et plus ou moins volontairement, pour tout ce qu'elle implique, c'est-à-dire à la fois les usages que l'on va en avoir, mais surtout, j'ai l'impression, la dimension économique et industrielle qui est derrière. Est-ce que
quand il écrit ça en 45, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il n'y a plus d'idéologie et la seule idéologie, elle est finalement marchande, mercantile et drivée par le progrès technique qui n'est qu'un effet de levier économique pour les pays. Exact. Alors, petit point, mais Bernanos, quand il écrit ça, je pense qu'il est parti au Brésil parce que la Seconde Guerre mondiale, il n'aimait pas tellement Exactement, ça. Ouais. Ça, c'est pour l'anecdote. On oublie souvent que le productivisme réunit le nazisme, le communisme et le capitalisme. Les trois sont inscrits dans la société industrielle et le but, c'est de produire. Et donc, sur ce plan-là, ils sont tous d'accord. Il suffit de lire Johann Chapoutot. Il écrit d'ailleurs dans son bouquin aussi, oui. Oui, l'historien du nazisme, il montre bien comment les techniques managériales pensées au sein du nazisme sont très proches, même très pour trait, se rassemblent, se rapprochent de celles du monde libéral. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ils sont tous des industrieux, tous sont réunis par l'idéologie de la technique. J'ai envie de dire que quand on travaille à la chaîne dans une usine, que ce soit chez Ford, au sein d'un système capitaliste, avec la violence du management et de la ligne de production, ça vous fait une belle jambe que d'être un système libéral. Être un système libéral, c'est pareil que si vous êtes au sein de l'URSS. Au final, le productivisme, donc ça veut dire que les idéologies se sont gommées et ont toutes finalement infusé dans une seule et même idéologie standard et universelle quasiment, qui serait celle de la technologie. En fait, c'est peut-être plutôt l'inverse. Ces trois grandes idéologies-là viennent du productivisme. C'est le point commun. Ensuite, par des effets de conflits militaires, l'un et l'autre, certains ont disparu. Bon, le communisme, on croit que ça a disparu, mais je vous rappelle que les Chinois, il y a un gros drapeau rouge et ils ont le poing levé. Bon, donc ça s'est pas encore cassé la gueule. Avec une logique quand même qui est très empruntée une logique au de marché qui est un peu différente quand même. Un point, c'est que ces gens-là ont lu Marx, pas les soviétiques. On passe pas d'une économie agraire au communisme réalisé. Il faut passer par le capitalisme entre les deux pour atteindre un certain niveau de production. Donc les Chinois, pour le coup, quand ils disent qu'ils sont communistes, qu'ils lèvent le poing et qu'ils jurent sur le petit livre rouge, il faut les croire. Voilà, simplement sur ce point-là. D'accord. Et du coup, Marius, tu opposes souvent technologie et technique, outils et machines dans tout ce qu'on peut entendre. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu toutes ces différences-là ? Oui. Alors, je n'ai pas vraiment fait d'étymologie, je ne suis pas non plus un grand linguiste, mais il me semble qu'on n'utilise pas le terme société pour sociologie et inversement. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de technique lorsqu'on parle de technologie et inversement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est incapable d'être technocritique, donc de penser la technique. Pourquoi ? C'est parce que le mot, c'est pas qu'on nous l'a interdit ou qu'il a été effacé, c'est pas le meilleur des mondes de 1984, il est là sous nos yeux et on l'utilise de la mauvaise manière. Donc dès qu'on est technocritique, comme on pense le phénomène technique, on est considéré comme technophobe et on est renvoyé comme étant un marchand de peur ou autre. Sur l'IA, c'est le cas actuellement. Je sais que Gilles Babinet là-dessus d'ailleurs. Mais pourtant, pour toi, tu es très technocritique, mais voire même technophobe. Enfin, tu lis bien ce que tu nous dis comme étant une déchéance globalement de l'humanité et qui est en train de s'accélérer, de se poursuivre selon toi. Et ça, tu le relis directement à la technologie en nous disant que c'est le seul facteur qu'on retient comme étant un facteur de progrès. Enfin, je caricature peut-être un peu, mais... Un point intéressant là-dessus, c'est que récemment, j'ai découvert qu'il existait le mot régret. Régresser, progrès. J'avais pas le mot en face. Et je trouve ça intéressant que, alors j'aime beaucoup. Une régression, non ? Ouais. Bah oui. Le terme regret, dire que c'est un progrès, oui, mais dire que c'est un regret, ça n'arrive jamais. J'ai découvert le mot il y a 6 mois pour tout vous dire. Et j'étais étonné de le découvrir uniquement à 6 mois. Alors je ne sais pas s'il est connu et c'est une propre faiblesse. Oui, il y a le mot régression, non ici, oui, il y a le mot. Mais dire que c'est un regret, le mot. Il n'est même pas dans notre vocabulaire. Parce que dès qu'il y a une évolution, on n'est pas à l'Académie française ou chez le Petit Larousse. En revanche, est-ce que du coup, ça veut dire que le progrès, c'est devenu notre religion ? C'est un peu ça la question centrale en fait, à laquelle on arrive. C'est ça. Est-ce que c'est l'alpha et l'oméga de notre civilisation, le progrès technique ? On n'a plus que ça. Donc oui, c'est devenu le seul saint vers qui on se voue. J'aime bien une citation de Malraux. Là-dessus, c'est la nature d'une civilisation, c'est ce qui s'agrège autour d'une religion. Bien souvent, on prend les citations, on ne rate pas la ligne du dessus, la ligne du dessous, et il dit dans la foulée, notre civilisation est incapable d'édifier un tombeau ou un temple, elle sera contrainte de trouver sa valeur fondamentale ou elle disparaîtra. Ben là, actuellement, comme on n'a plus de valeur politique, morale, voire du côté du divin, eh bien, on a sacralisé la technique. On a mis la technique comme étant le facteur total et on l'a sacralisé. Mais d'ailleurs, c'est même chimiquement pur. Il y a des gars au sein de la Silicon Valley, c'est Lewandowski, ancien ingénieur de Google, il a créé une église
the way of future, il divinise l'IA. Il n'est pas allé loin. Il n'est pas allé loin avec son église. Il n'a pas recruté grand monde et ça a duré quelques mois seulement. Cette oui, mais on voit qu'il y a quand même des tentations derrière. Et on n'est pas sûr d'ailleurs que ce soit pas une boutade ou une manière de sensibiliser à une espèce de hype trop forte. Tu peux pas nier le fait que notamment dans la Silicon Valley, tu as un paquet de mecs que moi je considère un peu perchés, que ce soit les transhumanistes ou d'autres ramifications, qui vont vers une forme de religion ou de religiosité de la technique. Si vous me permettez, parce que je voudrais juste revenir sur un point, Marius. Tu vois l'IA comme le facteur social total, ce qui nous amène justement sur la diminution. Mais comment tu peux expliquer que cette propagation a été assez fulgurante, a été plutôt assez lente jusqu'à l'arrivée de ChatGPT, et avant l'arrivée de ChatGPT, c'était encore un truc de geek que globalement personne n'utilisait. Donc comment est-ce que ça peut être un facteur si régressif alors que finalement la mise à disposition de tout le monde est assez récente? Que ça se soit diffusé extrêmement largement, c'est un fait. Alors, j'ai vu que Threads, le réseau social, s'est diffusé plus rapidement que ChatGPT. Les 100 millions en 2 mois, ils l'ont battu. Après, ça revient un peu en arrière. Mais ça, c'est de la blague. Mais ça, c'est de la blague de méta. C'est Marius, quand même, merde. C'est méta. Putain, si un technocritique comme toi avale les couleuvres de Zuckerberg, c'est comme Google+, où chaque utilisateur Google était un utilisateur Google+. Non. Marius, t'es plus critique que ça. Bon, mais c'est pas grave, vas-y, c'est un détail. Excuse-moi. Ça marche. Alors, c'est pas étonnant, je reviens, c'est pas étonnant qu'on a adopté ChatGPT comme le dieu de silicium, parce que tout d'un coup, on a une machine qui parle et qui pense, et surtout qui pense mieux que la plupart des individus. GPT-4 fait partie des 1% des humains les plus créatifs. Pour des esprits qui n'ont pas été dressés par la littérature, les arts, le savoir, etc., voir GPT-4, et même quand je pense on a été bien dressé, quand on discute avec la machine, surtout quand c'est la nuit, vous êtes tout seul, là on est en pleine discussion, on croit que la machine pense, voir qu'elle est un être suprême. Il y a eu un ingénieur de Google, c'est intéressant ce que tu dis, le vocable que tu utilises. Pour des esprits qui n'ont pas été suffisamment dressés par la littérature, quand bien même les autres aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que globalement, on en revient à la question de départ de Mick, c'est que globalement, la société postmoderne nous a déjà d'une certaine manière diminué parce qu'on a perdu le sens de l'effort, le goût de la lecture, et ça je fais référence à l'épisode avec Olivier Babot, que vous avez peut-être entendu ou vous entendrez plus tard sur cette notion-là. Et de fait, quand on arrive avec des outils techniques comme cela, quelque part notre esprit est déjà prêt à avaler, entre guillemets, la fameuse couleuvre, le côté magique, et on a l'impression de s'adresser à l'oracle comme dans l'Antiquité. C'est ça en fait que tu essaies de nous dire ? Oui, c'est exactement ça. On ne se fait pas avoir facilement quand on sait comment ça fonctionne, lorsqu'on a un peu de culture ou autre, mais quand on est face à ces dispositifs-là, et il faut le dire, c'est extrêmement puissant. Je parlais à l'instant Blake Lemoine, l'ingénieur de Google, il fabrique la machine lambda, il sait comment ça marche, et pourtant, il en vient à croire, ce qu'on appelle l'effet Lisa, à croire que c'est conscient. Et d'ailleurs, il dit qui suis-je pour dire à Dieu où il met une âme ? Alors à côté, Blake Lemoine, il est pasteur aussi. C'est important à retenir, c'est qu'il a aussi une perspective religieuse sur le monde. Mais je pense, mais là, j'avoue que c'est plus de l'opinion, j'ai pas de chiffres là-dessus, mais que lorsqu'on a moins de connaissances, de recul, donc de fameux esprit critique, mais un esprit critique construit par des années de travail, de réflexion dans différents domaines du savoir, forcément, on peut être que ébloui par la machine. Moi, je suis le premier à être ébloui par la machine, parce qu'elle est éblouissante. Et tu reviens complètement au test de quelqu'un qu'on connaît bien, qui ont fait un petit coucou, qui est Louis de Diesbach, qu'on va entendre juste après. Salut Louis. Dans son livre « Bonjour ChatGPT », il explique justement toute cette question de l'anthropomorphisation de l'IA, pourquoi on le fait, et il explique que sans ça, ça créerait une espèce de faille cognitive où on ne comprendrait pas bien pourquoi une machine nous répond, il y a de ça. Je veux revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu disais que pour toi, aujourd'hui, selon toi, pour la société, la technique, c'est aujourd'hui le seul facteur de progrès. Tout se réduit à ça. Mais pardon, mais est-ce que c'est pas juste une vision uniquement technocentrée ? Je pense que si tu le demandes à quelqu'un qui n'est pas du tout dans la techno, elle va pouvoir te citer plein d'autres facteurs de progrès que celui-là. Moi, je t'avais cité par exemple le progrès social, les progrès en termes de santé aussi. Alors, on parle souvent de la santé, même par rapport à l'IA. Comme je dis toujours, c'est que si je meurs à l'âge biblique de 95 ans, parce qu'on m'a évité 3 cancers 10 ans avant et qu'on me le soigne avec des molécules produites par de l'IA et qu'un humain n'a jamais pu produire, j'en veux pas. Pourquoi ? Parce que si c'est pour vivre dans un monde où la démocratie n'est pas possible à cause de l'IA, que on ne croit plus en rien parce qu'on a de l'accès à de l'information par des écrans et on peut être sûr de ce que l'on voit, etc., ça m'intéresse pas. Je vois pas vraiment là de progrès social. Et puis, attendons de voir la destruction des emplois en masse et de voir la société qu'on va nous promettre.
je crois que ça va être pire que l'ancien Ouais, mais régime. attends. Donc là-dessus, j'ai quelques doutes. La suite de notre entretien va être intéressante, mais tout ça, c'est Ouais. quand même hyper hypothétique. La Bah, perte de l'emploi, on en parle, ouais. on en parle après, donc je vais pas trop Ouais. anticiper. Mais c'est très très discuté comme notion quand même. Hein. Pour te répondre précisément sur les politiques, je vais citer Mitterrand sur son lit de mort. Après moi, il n'y aura que des comptables. Et il a raison. Il a raison. Alors, il faudrait dire des managers pour être un peu plus dans le vocabulaire d'aujourd'hui. Mais quelles sont les grandes idées Non, mais c'est parce qu'il voulait de nos désigner politiques? Chirac, c'est pour ça qu'il disait ça. Ah bah, il a raison. Non, mais sérieusement. après lui, Emmanuel Macron, c'est le Après moi, le déluge, quoi. C'est des industriels, c'est des managers, ces gens-là. Ils n'ont aucune colonne vertébrale intellectuelle ou politique. Ils n'ont pas de grande vision de la société. Je ne sais pas si ces gens-là lisent. Ce sont des managers qui ont mis la performance. Qui Ah, sont- d'accord. quand même, allez, non. allez, bim. Alors, Marius. écoute, je pense qu'une grande partie de notre auditoire est composée de managers. On vous salue, messieurs et mesdames. Bon courage. Moi, je voudrais juste apporter une petite pièce à ton moulin, Marius, justement, parce qu'on est dans le thème qui est la nouvelle religion postmoderne. Ouais. Je voulais juste réinviter à écouter une chronique d'Emmanuel Goffi qui est sur les IA Cato, et où effectivement, il y a bien une IA qui te permet de discuter avec Jésus. Ah oui, effectivement. Eh bien, écoute, tu évoques Emmanuel. Moi, je pense que c'est le moment d'aller faire un petit détour vers la philothèque. De la philo, de la tech, c'est Philothèque. Alors, Emmanuel, tu as encore innové avec nous en nous proposant une chronique en 2 volets. Dans le premier volet, que vous pouvez retrouver dans l'épisode d'Olivier Babot, tu nous révélais que l'IA ne datait pas des années 50 et tu nous éclairais sur le fait que nommer un objet, l'IA dans notre cas, suffisait déjà à le faire exister. Mais tu nous avais aussi laissé sur notre faim avec une question cruciale. Faut-il qu'un objet soit nommé pour exister ? Alors, il est grand temps de lever le suspense. Comme tu dis, enfin. Alors, je rappelle que l'expression intelligence artificielle, elle a été créée en 1956 par John McCarthy à l'occasion du séminaire de Dartmouth. Alors, ce séminaire, il a réuni initialement 11 chercheurs, parmi lesquels Claude Shannon, Marvin Minsky, Nathan Rochester ou encore Allen Newell, qui par leurs travaux respectifs dans des domaines aussi variés que l'informatique, la psychologie, les sciences politiques, les mathématiques, la statistique, la physique ou encore la neurologie, ont contribué au développement de ce qui deviendra l'IA. Leurs travaux reposent eux-mêmes sur des travaux précédents, dont ceux de Turing, qui eux-mêmes procèdent de travaux antérieurs. Les travaux de McCarthy et Shannon portaient d'ailleurs sur l'étude des automates, objets techniques dont l'origine remonte à plusieurs siècles. En remontant le temps, on se rend compte que l'IA n'est pas une source, c'est un confluent. Elle est un point où se rejoignent diverses connaissances, pensées et techniques multiséculaires, et sur lesquelles McCarthy a simplement mis un nom savamment choisi. Donc, l'IA n'est que le produit d'évolutions intellectuelles et techniques dont l'ambition est la duplication du cerveau humain. Et cette idée, elle, en revanche, elle existe depuis bien longtemps, c'est ça ? Exactement. L'IA n'est pas l'expression d'une réalité, mais le produit, plus exactement, de 2 idées. La première, c'est celle qui consiste à considérer la possibilité d'artefacts capables de reproduire des capacités physiques et intellectuelles humaines. Et cette idée, on la retrouve dans des textes aussi anciens que l'Iliade d'Homère. On la retrouve aussi dans nombre d'autres cultures. C'est ce qui a donné naissance notamment aux automates développés en Asie et dans le monde arabo-persique, et sur lesquels travailleront plus tard McCarthy et Shannon. La seconde, c'est celle qui consiste à envisager l'humain comme une machine constituée d'un corps et d'un esprit. Le premier serait duplicable par des artifices mécaniques. C'est l'homme-machine de la Métrie en 1747. Mais ce sont aussi les réflexions de Hobbes ou de Descartes sur le corps envisagé comme un ensemble de mécanismes. Pour ce qui est de l'esprit, ses capacités, comme celles de raisonner ou de calculer, seraient en fait elles aussi réplicables. Pour ce qui est du raisonnement, il est intéressant de garder à l'esprit que la syllogistique, qui est un pilier de l'IA, a été formalisée par Aristote. Elle a servi à Turing avec les travaux du mathématicien Kurt Gödel pour établir un parallèle entre le raisonnement formel et système mécanique. La capacité à calculer, quant à elle, a été dupliquée dès 1642 par Blaise Pascal avec sa machine à calculer. La fameuse pascaline. Donc, si on comprend bien, c'est l'agrégation de tous ces éléments qui conduit finalement à l'invention de l'IA. Alors ça conduit plus précisément à l'invention de l'expression intelligence artificielle. Les 2 idées que j'ai évoquées sont à la base même du séminaire de Dartmouth, dont la proposition de projet de recherche part du principe que, je cite, « chaque aspect de l'apprentissage ou toute autre caractéristique de l'intelligence peut être si précisément décrit qu'une machine peut être conçue pour le simuler. » Au final, l'IA, c'est une appellation qui exprime la conjonction de 2 idées. L'expression IA
Elle a créé une réalité au travers d'un acte de langage performatif. Elle ne décrit pas une réalité. Et l'IA n'existe finalement pas en dehors de cette dénomination qui lui confère une existence symbolique, dont l'origine est à trouver non pas dans les années 50, mais il y a plusieurs siècles. Au final, l'IA n'est pas formellement née dans les années 50, mais en plus je dirais même qu'elle n'existe pas au-delà de notre croyance dans son existence. Si on veut plonger dans un exercice d'esprit critique, on pourrait même se demander si notre perception de l'IA serait différente si un autre terme avait été choisi par McCarthy, et si finalement nous ne sommes pas emprisonnés dans une expression qui conditionne toutes nos réflexions sur le sujet. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Ouh, et ben nous voilà complètement matrixés grâce à Emmanuel Goffy qui nous apprend quand même que finalement tout remonte à l'Antiquité. Hein, il prêche un peu pour sa paroisse, l'ami philosophe. Bon, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. À qui doit-on cette loi, messieurs? Je suis pas très SF, moi. Oui, c'est une des 3 lois d'Arthur C. Clarke, donc un des papes de la SF, science-fiction pour les non-avertis. Et il est vrai que régulièrement, le storytelling, les keynotes et autres vidéos de démos, bien souvent truquées d'ailleurs, nous subjuguent au point d'en oublier tout sens critique. Mais on a bien le droit de rêver, non quoi? Alors, blague à part, ces vendeurs de rêves et de saucisses, comme dirait Emmanuel Goffy, sont aussi des marchands de sommeil, mais au sens d'Héraclite, qui nous avait déjà alertés. Éveillés, ils dorment. J'adore Héraclite. Marius, tu nous as prévenu avant l'émission, je cite: « Je ne viens pas apporter la paix, mais le glaive. » Et là, je crois qu'on touche la corde sensible. Alors, c'est le moment. Lâche-toi. Qu'as-tu envie de nous proposer pour nous réveiller? Ouais. Bon, alors, je t'ai rappelé que c'est sûr que cette phrase, c'est pas moi, hein, c'est Jésus de Nazareth, mais j'aime bien la sortir parce que ça fait un peu punchline d'un texte qui permet de créer une civilisation, donc ça me plaît bien. Je me lâche, hein. Vas-y, t'es là pour ça. On est avec toi. Ok, bon, je n'ai que de la violence à offrir, c'est pas compliqué. Pour ma part, j'ai 2-3 concepts, mais sinon je ne fais que citer des faits, des études, des chiffres. Donc en gros, souvent on m'en veut, mais c'est que le réel. Par rapport à l'IA, on peut commencer avec le secrétaire général de l'ONU, qui nous dit que l'IA est une menace plus grande encore pour l'humanité que le réchauffement climatique. Voilà, on est à ce niveau-là de menace. Le fait que la civilisation des Lumières, c'est en train de se casser la gueule, parce qu'on avait construit une civilisation autour du sujet, autour de la dignité, autour du droit, etc. Tout ça est en train d'être laminé par la puissance algorithmique. On ne respecte pas la dignité des individus, notamment de la protection des plus jeunes, lorsqu'on leur fout un smartphone entre les mains pour avoir assez de données sur eux et les empêcher de penser par eux-mêmes et les mettre sur un rail pour les faire penser, acheter ce qu'on veut. Voilà, on en est sur ce point. C'est vraiment la technique qui est à l'origine de ce genre de fait, parce que le travail des enfants, enfin, excuse-moi, mais ça me semble pas non plus daté d'hier. Justement, le travail des enfants, on l'avait arrêté, en tout cas en Occident, on avait mis des lois sur d'autres choses, etc. On n'a plus d'enfants dans les usines. Sauf qu'aujourd'hui, lorsqu'un gamin il est sur un écran, en fait, il travaille. Parce qu'il est en train d'absorber une masse de données. En même temps, il donne à des GAFAM de l'information sur lui. Il est en train de modifier ses capacités cognitives parce qu'il faut les encaisser, les 10-15 heures d'écran par jour. Il faut modifier son corps, il faut modifier sa psyché. Là-dessus, moi, je parle de Stakhanov. Vous savez, le héros soviétique, ukrainien d'ailleurs, qui casse du charbon à 10 tonnes par jour avec un corps puissant. Aujourd'hui, il a été remplacé par Oblomov, une feignasse en robe de chambre, parce qu'il faut... ce gosse-là qui a l'écran entre les mains, il devient mou. Et là-dessus, on a... Mais tu dis surtout aussi dans ton bouquin qu'au-delà d'être un absorbeur de données, il est aussi un producteur de données. Ça serait plus en ce sens-là qu'il contribuerait à travailler. Continue ta liste de trucs qui vont pas bien. Réchauffement climatique. Je prends un exemple. Microsoft avait dit, je crois, en 2020, nous, on va être neutre d'un point de vue carbone. Bon, là, aujourd'hui, ils n'en ont plus rien à faire parce que désormais, ils veulent se lancer dans l'IA et donc là, en termes de carbone, ils ont tout fait exploser. Donc là aussi, en termes de réchauffement climatique... Ils ont annoncé qu'ils ne tiendraient pas leurs engagements, effectivement. Oui. C'est pas comme si on n'avait pas les études pour dire que c'est problématique et qu'on ne voyait pas le réel actuellement. Donc là, on voit que lorsqu'il est question d'IA, le réchauffement climatique, c'est plus un problème. La question des relations amoureuses. Souvent, ça fait rire quand j'évoque ce point-là, mais il y a des millions de personnes qui ont une relation amoureuse avec leur IA dans leur smartphone. Ou alors, depuis l'été 2022... Comme dans Her, quoi. Mais alors, c'est pire que Her. Alors, on va reparler de Her parce que la voix de Scarlett de Johansson a été un peu de choses préutilisées dans l'IA d'OpenAI. Et pourquoi c'est pire? C'est parce que dans Her, qui est un très bon film au demeurant, mais très mauvais pour anticiper le réel, c'était qu'une fois. Avec Replica, vous avez en réalité augmenté le petit corps de votre IA. Et puis depuis l'été 2022,
vous avez votre IA avec un casque de réalité virtuelle. Donc on se voit, on peut discuter. Il y a des millions de personnes qui ont des relations amoureuses avec leur IA. Il faut lire sur les Japonais forums. notamment qui se marient avec leur avatar. Avec leur avatar 3D, là, enfin, un millier de Japonais qui sont mariés. Alors c'est l'entreprise qui donne les certificats de mariage, hein, heureusement. Mais on en est là. Donc, sur les relations amoureuses, bon, donc c'est une catastrophe. De quelle humanité on parle lorsque vous êtes en relation amoureuse avec des lignes de code? Franchement, c'est une catastrophe. La blessure narcissique portée à l'humanité. Si on prend l'art, on pensait qu'on était la seule entité dans ce bas monde à être capable de produire de l'art et du beau. Bon, désormais, il y a des IA qui le font bien mieux que la quasi-totalité des êtres humains. Ça fait mal à encaisser ce truc-là. C'est terrible. La question de la démocratie. Grâce au mouvement QAnon, avec des délires complotistes, ça a été possible uniquement avec des textes douteux sur des forums. Bon, aujourd'hui, avec la possibilité de créer des images, du son et des vidéos plus vraies que nature, mais ça va être l'implosion du corps social. Donc, selon toi, on est face à un glissement, en fait, sur tous les pans de la société. Tu nous as parlé de relations sociales, tu nous as parlé d'amour, tu nous as parlé de climat, là, tu nous parles de démocratie. Bon, je pense qu'on pourra encore continuer. La liste est longue. Un des symptômes et des mots à t'entendre de tout ça, c'est aussi l'IA, et donc qui diminue finalement nos capacités humaines, pas seulement cognitives, mais humaines. Selon toi, à quel point, jusqu'où ça va nous amener? Est-ce que tu as des exemples concrets pour nous illustrer le fait que, selon toi, l'IA nous diminue finalement? Déjà, j'aime bien citer Michel Desmurger, qui a écrit l'ouvrage « La fabrique du crétin digital » et la réponse « Faites-les lire ». J'aime bien dire cette boutade, c'est que si Nietzsche, c'est de la dynamite, Desmurger, c'est un dépôt de munitions. Parce que dans les deux ouvrages, il y a 1500, enfin non, il y a à peu près 1000 articles académiques résumés dans chaque ouvrage. Donc, c'est un peu chaud de comparer Nietzsche à Desmurger quand même, tu prends un gros risque là, non? Oh, j'y vais, non, mais c'est un dépôt de munitions au sens, parce que Desmurger, il résume les articles académiques sur l'impact des écrans sur les individus. Il n'y a plus qu'à prendre. C'est pour ça que souvent, quand je cite Michel Desmurger, on me dit « Oh, c'est trop, on est à un grand niveau de généralité ». Je dis « Mais je ne peux pas commencer à citer les 2000 articles académiques. Je ne les ai pas en tête et il nous faudrait 2 semaines. » Mais l'impact négatif des écrans sur les individus, il n'y a plus de débat là-dessus. L'UNESCO disait récemment, les seules études qui disent que les écrans et l'IA aujourd'hui, c'est une bonne chose pour l'apprentissage dans les écoles, c'est produit par les acteurs de l'education tech. Actuellement, les marchands de doute, ils sont à plein régime là. D'un autre côté, tu vois, là, au moment où on enregistre cet épisode, est sorti il y a peu de temps OpenAI avec ChatGPT 4o, des vidéos qui montrent à quel point ça peut devenir un prof personnel, entre guillemets, un prof privé, si tu veux, pour les gamins. J'ai lu énormément de commentaires sur LinkedIn, entre autres, de gens qui disaient c'est génial, il n'y aura plus aucun gamin laissé pour compte, il n'y a pas que ceux qui peuvent se payer les services de profs individuels, etc. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça alors? Que LinkedIn n'est pas un haut lieu de la pensée, pour commencer. Non mais c'est pas possible. Les systèmes scolaires qui marchent le mieux dans ce bas monde, c'est ceux qui investissent dans la qualité humaine des enseignants. Je prends l'Idaho et la Floride, ils avaient mis des écrans, tout écran dans les écoles, où au point il y avait peu de profs, il y avait un facilitateur. Souvent quand on remplace l'homme, une profession reconnue, on prend un nom un peu à la con, donc un facilitateur ou autre qui mettait les enfants devant les écrans. Bon ben Idaho et la Floride, ça a été les États avec les pires résultats scolaires des États-Unis. Et on parle des États-Unis. Là, l'idée, c'était pas tant en tout cas ceux qui commentaient ça, et je veux bien croire que c'est pas le vivier de la haute pensée, les réseaux sociaux, mais ceux qui pensaient ça, c'était pas en remplacement des profs, hein, c'était en complément. Oui, je te propose ça. Ceux qui peuvent pas payer, je sais pas combien ça coûte un prof perso pour s'améliorer en maths. Mais bon, bref. Donc, continuons. Donc, on voit qu'il est diminué. Donc, tu fais référence à Desmurger et la fabrique du crétin digital. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres aspects? Tu nous parlais de blessures narcissiques tout à l'heure. J'ai pas bien saisi où on va sur ce point-là. Alors là, c'est le philosophe français contemporain, Marc Alizard. Il y a quelques années, il parlait de 4e blessure narcissique portée à l'humanité du fait de l'IA. Je rappelle rapidement les 3. Hein, c'est Freud qui les énonce. L'homme n'est pas au centre de l'univers. Difficile à accepter. L'homme n'est pas le fruit de la création divine, on est le fruit du hasard, d'une évolution, et on est un singe comme les autres. C'est la 2e blessure narcissique. La 3e, c'est Freud, c'est nous ne sommes pas maîtres dans notre propre maison, on n'est pas libre parce qu'on est déterminé par l'inconscient. Bon, et là, la 4e, c'est le fait que nous ne sommes plus l'entité la plus intelligente de l'univers. L'IA nous humilie par la puissance intellectuelle. Ça, c'est certainement la 4e blessure. Tout le monde débat autour de cette fameuse intelligence artificielle générale et beaucoup disent que c'est une vue de l'esprit.
Alors certes, l'IA peut nous dépasser sur un certain nombre de tâches cognitives, voilà. Mais de là à dire que l'intelligence artificielle nous surpasse en tout et pour tout, c'est un petit peu prématuré, non? Alors, je dirais que non, parce que si on prend un ensemble de tâches, l'IA fait mieux que l'homme. Et au-delà de ça, souvent, on passe notre temps à essayer de trouver au sein de l'IA les petits manquements. Osons penser à 5 ans, à 10 ans, et même pas une génération. Les manquements, ils seront plus là. C'est pas un problème. Forcément, mais est-ce que ça ne nous pousse pas à nous transcender? Tu citais Gunther Anders au tout début de l'épisode. Gunther Anders, il dit aussi l'homme est toujours dépendant 2 fois de sa technique. Une première fois parce qu'il en a marre de se faire mal aux mains, donc il invente le marteau. Et une fois qu'il a inventé le marteau, il voit qu'il peut faire d'autres choses avec, mais il va lui manquer d'autres outils, donc il va inventer une autre technique. Donc là, maintenant qu'on a inventé l'IA pour nous suppléer sur tout un tas de choses, qu'est-ce qu'on va inventer derrière? La vraie question, elle n'est pas plutôt là. Ce qu'on va inventer derrière, j'ai envie de dire, alors là, on pourrait débattre, ça fait un peu de science-fiction, mais je vois déjà ce qu'on a déjà inventé. Je reprends Gunther Anders, c'est que désormais, on vit dans un monde de machines. Quand on prend Charlie Chaplin, le fait que l'individu est un rouage dans l'usine, désormais, nous sommes tous les rouages, pour reprendre du Anders, du grand appareil, de toutes les machines interconnectées. Et quand on passe tant de temps sur son smartphone, parce qu'on est rendu addict par ça, on a été entièrement absorbé par la technique. Et c'est là la catastrophe. Il n'y a plus d'espace de temps libre, il n'y a plus d'espace de loisirs purs. On est entièrement enrégimenté dans la grande machine algorithmique. Voilà, à peu de choses près, moi, ce que j'en vois, cette question de l'homme face à la technique. J'ai un point pour toi, c'est qu'en matière d'impact micro en productivité et macroéconomique sur la partie PIB, on fonde énormément d'espoir sur la partie d'IA. Est-ce qu'ils sont fondés d'après toi? Alors, je ne suis pas économiste parce que j'ai pas envie de faire des longues équations mathématiques qui servent à rien. Donc j'ai autre chose à faire de mon temps. Donc en tout cas, Julien, si tu nous entends. Oui, non, il faut voir aujourd'hui ce qu'est devenu l'économie. Bon, il faut voir son impact également sur la société. Bon, donc je ne saurais pas répondre sur les points de PIB. J'ai envie de dire, le PIB, pour moi, c'est le dernier de mes problèmes. Mais si on prend d'impact, par exemple, pour les travailleurs, je pense à JP Morgan qui, en janvier, a lancé une IA qui économise 90% du temps humain pour gérer la trésorerie de l'entreprise. Donc après, on pourra me dire que oui, l'IA ne va pas remplacer les emplois. Et on a assez d'études très structurées avec des méthodes très claires qui permettent de montrer qu'on va détruire les emplois. Et c'est tant mieux. Sur des emplois très précis. Là, tu parles de la gestion de la trésorerie, c'est un truc très précis. Ça ne veut pas dire que tous les... Je sais pas, à ce principe-là, en suivant ce principe-là, tous ceux qui font de la finance et de la comptabilité disparaissent du jour au lendemain. Oui, c'est le cas. Non, mais ça va être le cas. Là, les métiers qui sont les premiers sur la liste, c'est les métiers de la gestion. Alors, qui est une contraction extrêmement forte, peut-être pas un effacement total, mais on va avoir une contraction forte. Mais tant mieux. Le but de l'homme, c'est pas d'être comptable. On a mieux à faire. L'idée que le travail est une bonne chose... Oui, mais le but de l'homme, c'est pas le travail. Ça, c'est le grand mensonge de la société industrielle. Le travail, c'est un tribut payé à la nécessité. Derrière, il faut retrouver des activités autres. Ça peut être des passions. Est-ce que l'environnement se porte bien? Est-ce que les relations humaines se portent bien? Bien sûr que non. Donc, il y a d'autres choses à faire. Donc, tant mieux si on réduit le temps de travail. Moi, je suis ravi. Mais derrière, il faut offrir autre chose aux individus. Il faut offrir d'autres aspirations. Justement, dans cette thématique-là, je citais tout à l'heure Bernanos, je reviens à lui, il dit le progrès n'est plus dans l'homme, il est dans la technique, dans le perfectionnement des méthodes capables de permettre une utilisation chaque jour plus efficace du matériel humain. Est-ce que cette phrase, elle est à rapprocher de l'idée de production de masse au sens de production d'une masse d'hommes, c'est-à-dire de consommateurs, une masse indistincte et compacte, l'idée de Baudrillard dont tu parles dans ton livre, qui lui dit que la société de consommation née de la révolution industrielle, c'est la construction de stocks d'objets qui a entraîné le processus complémentaire de stock d'hommes. Ici, la construction d'un stock de connaissances avec l'IA, est-ce que c'est c'est un stock de connaissances et une même vision du monde compact, standard, qui nécessite de construire un stock de citoyens lui aussi uniformisé? Est-ce que c'est ça finalement le fond de ta pensée? Alors oui, et j'avais oublié que, merci, que chez Bernanos on trouvait le terme de matériaux humains, parce que c'est le terme nazi pour ressources humaines. Les capitalistes parlent de ressources humaines et les nazis parlent de Menschmaterial, de matériaux humains. Dans les deux cas, c'est abject. Un homme, c'est une dignité, c'est une finalité, c'est pas un moyen. C'est tout à fait abject comme propos, mais ça vient du même monde, d'une logique productiviste et d'un rapport au réel qui est purement technique, et donc qui n'est pas un rapport neutre. C'est pas un rapport religieux, un rapport poétique, un rapport esthétique au monde, c'est un rapport technique. En gros, un individu, c'est un ensemble de ressources qu'on va mobiliser, parfois à l'extrême. La société industrielle qui produisait en masse, elle a produit la masse. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'heure des algorithmes?
bien, on produit des individus complètement algorithmisés, complètement éclatés. Moi, j'essaie de sortir du placard, pas du placard, mais du grenier peut-être, le concept d'individuel chez Deleuze. Aujourd'hui, on ne produit plus d'individus. Parce qu'il n'y a plus les grands récits pour structurer les individus. Et au-delà de ça, c'est que le monde algorithmique, il ne s'adresse pas à vous comme un sujet. Il ne parle pas à notre raison et des arguments. Non, il tape sur des stimuli infrasubjectifs. Donc, ça participe à faire éclater l'individu. Donc, aujourd'hui, on produit du individuel. Donc, il faudrait revenir de l'individu pour revenir du collectif, mais on n'en est pas là. Donc, on est en train de déstructurer les individus à l'aune du système algorithmique. Donc, on est dans le individualisisme, si je comprends bien, dans le qu'on n'arrête pas de ouais. nous répéter qu'on est dans le individuel, alors qu'on n'arrête pas de nous répéter qu'on est dans une société de plus en plus individualiste. Ouais. Il faudra un autre épisode pour qu'on creuse tout ça et qu'on démêle tous ces fils, mais c'est intéressant. En attendant, on va essayer de lire entre les lignes avec Louis de Disbach et sa tech entre les lignes. La tech entre les lignes. Alors attention, aujourd'hui on s'attaque à une montagne, un Everest. Notre ami Emmanuel Goffi l'a évoqué tout à l'heure dans sa précédente chronique. Nous allons parler d'un grand monsieur, Alan Turing. Et pas n'importe lequel de ses papiers. Computing Machinery and Intelligence, sorti en 1950 et qui introduit ce qui sera plus tard appelé le test de Turing. Ah bon, mais pourquoi ça s'appelle pas comme ça en vrai ? Non, je pense que Turing était bien trop modeste pour donner son nom à un test. D'ailleurs, à la base, il voit même pas ça comme un test. C'est plutôt un jeu, un imitation game, ce qui donnera par la suite le nom au film qui retrace une partie de sa vie avec l'excellent Benedict Cumberbatch. Exactement, film sorti en 2014. Ça consiste en quoi alors ce jeu ? Alors imagine, il y a deux personnes, un homme et une femme, et une troisième personne qui joue le rôle d'interrogateur ou d'interrogatrice. Les deux individus sont cachés et n'échangent que par écrit avec le troisième. Et Turing se demande si, en faussant ses réponses, l'homme pourrait parvenir à imiter la femme de telle sorte que l'interrogateur ne sache pas dire, des deux, qui est l'homme et qui est la femme. Et il décide en fait ensuite d'étendre ce jeu à la machine. Donc il nous demande si une machine serait capable de nous tromper sur le fait qu'elle est une machine. Précisément, et c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans son article. Dès les premières phrases, il exclut de répondre à la question « Est-ce que les machines peuvent penser ?» Parce qu'il considère que c'est absolument insoluble. Il faudrait commencer par définir ce que c'est une machine, qu'est-ce que c'est que penser, etc. Donc en fait, il juge la question assez peu intéressante. Même s'il prend quand même un temps pour analyser les différents arguments contre, comme l'argument théologique, l'argument mathématique, ou bien mon préféré, l'argument de la tête dans le sable. D'accord, c'était surtout un gros feignant, il voulait pas définir qu'est-ce qu'était une machine, qu'est-ce qu'était que penser, etc. Bon, alors tu nous teases un peu pour qu'on aille lire l'article là. Évidemment, néanmoins, c'est pas vraiment ma partie la plus intéressante de son papier. Ce que je trouve génial, c'est de se voir à quel point il est profondément actuel. En 2024, c'est fou de se dire que ça aurait pu être écrit hier comme il y a 70 ans. En fait, d'abord, il pointe déjà que deux des facteurs critiques pour le développement du machine learning, ce sont des algorithmes bien foutus et la puissance de calcul. Et ça, dès 1950. Et même au-delà de ça, il recentre en fait de façon absolument admirable la question de début et on passe de la question de la capacité à penser des machines à y a-t-il des machines qui pourraient bien se débrouiller dans ce jeu d'imitation. En fait, on change complètement la dimension du questionnement. Ouais, mais je suppose que toi, tu as ton petit avis sur la question, non ? Évidemment, tu me connais. Et moi, je te répondrai en deux temps. Tout d'abord, et on l'a vu avec ChatGPT, je pense que évidemment, les machines peuvent très bien se débrouiller à l'imitation game. Je pense que c'est sûr. Quant à la capacité de penser des machines, je te dirais simplement qu'à force de passer notre temps à nous demander si elles pensent, on oublie de se pencher sur les vraies questions liées à la tech, qui sont de justice, d'inclusion, de richesse ou de souveraineté. Je pense que les vrais enjeux sont plutôt là. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Voilà, quelle belle conclusion. Merci beaucoup, Louis. Alors, on le répète à longueur de saison, les sujets que nous adressons dans ce podcast convergent tous vers la même conclusion. L'enjeu du débat autour des impacts de la tech est avant tout politique. Et pourtant, on en est encore et toujours à déplorer le manque de concertation publique et le peu de dossiers technologiques à l'agenda de nos politiques. Enfin, hormis Vivatech où la French, Elon Musk et notre président sont en tech-à-tech, du moins en tête-à-tête. Mais vous avez bien compris, il y a comme un problème. Marius, avant toi, nous avons notamment reçu deux secrétaires d'État numériques, Cédric O, Jean-Noël Barrot, pour ne pas les citer. Que penses-tu de la place allouée à ce portefeuille au sein de notre gouvernement ? Beaucoup de choses à dire. Déjà, on devrait avoir un vrai ministère. Pas un ministère du numérique, mais un ministère de l'IA. On va commencer par bien nommer les choses et ça marchera mieux. Parce qu'en disant numérique, on fera peur à personne. Parce que le numérique, c'est là depuis longtemps. Ça, dans nos esprits, ça correspond aux écrans. Bon, donc là, on est face à quelque chose de radicalement nouveau, c'est l'IA. Donc un vrai ministre. Un ministre avec un poids politique important et des ministres en dessous délégués compétents et des secrétaires d'État, etc., etc. On avait Jean-Noël Barrot, très bonne émission d'ailleurs. Mais j'ai des choses à dire sur Barrot, là, je suis pas content. Mais donc, qui était un ministre délégué
Et alors que l'IA est en plein boom, là, on est passé à un secrétariat d'État. Et alors que Barrault, c'est quand même quelqu'un diplômé et enseignant à MIT, HEC, en management certes, tout de même, c'est assez admirable. La secrétaire d'État Ferrari, elle n'a pas d'expérience dans le numérique. Sa seule expérience politique, c'est conseillère municipale d'Aix-les-Bains. Donc, ça m'interroge tout de même sur le poids accordé en France sur la question de l'IA. C'est catastrophique. Qu'est-ce que tu pensais de Barrault ? Tu dis, j'avais pas mal de choses à dire sur... Ah oui, Barrault, alors je ne connais pas son bilan au total, mais je l'écoutais en novembre, je crois, 2023, et il disait, oui, on va lutter contre l'accès à la pornographie des enfants, des mineurs. Bon, c'est bien d'en parler en 2023, mais comme Pornhub et YouPorn, ça existe depuis 2006-2007, le problème, il n'est pas nouveau. On est dans un pays où 50% des garçons de 12-13 ans regardent de la pornographie tous les mois, c'est 20% des garçons de 10-11 ans, 30% des filles de 12-13 ans. Sur un problème pareil, le politique, il est encore en train de discuter, faites quelque chose. Parce que là, c'est assez dramatique, et forcément, le président, il parle de décivilisation. Ben oui, quand on a accès à cette pornographie-là depuis le plus jeune âge, qu'on passe 10 heures par jour sur TikTok, que quand on écoute de la musique, c'est pas du Cabrel, etc., forcément, derrière, c'est la décivilisation. Donc, protéger nos plus jeunes, c'est catastrophique. Les politiques, ils sont nuls. Et un point là-dessus que je trouve intéressant, c'est que Charlie Hebdo me posait la question. Je leur disais, comme je vous dis là, les politiques sont nuls. Et en dessous de mon propos, on voit le député PS de Laporte qui dit « Les députés sont largués. D'ailleurs, ça va beaucoup trop vite pour suivre. » Je vois ça, je suis content. J'écris au député de Laporte, je me présente, je dis « Monsieur le député, je travaille sur le sujet comme un fada. Mon fichier de travail fait 500 pages, j'ai des informations sur tous les sujets. Je suis chercheur en agent public, travaille dessus. Je suis à votre disposition. » Il m'a même pas répondu. Donc, monsieur le député, je suis à votre disposition. Parce que en l'état, si déjà il écoute French Tech, il a franchi un bon cap. Ah ben, je lui enverrai. Moi, j'ai un meilleur plan pour toi. Alors, plutôt que d'aller travailler auprès d'un député, imaginons, t'es le Premier ministre. Et donc, tu choisis de nommer un ministre un ministre de l'IA, pour reprendre ton idée. Ouais. Quel est le mandat que tu lui donnes ? Quelle est la mission que tu donnes à ce ministre de l'IA ? Alors là, bon, Mick, tu me poses une colle. Je n'ai pas réfléchi encore à lorsque j'aurai le pouvoir, mais en tout cas... 12 secondes pour alors j'ai un point. C'est quand je vois les commissions sur l'IA, comme celle qui a eu lieu là, récemment, à l'intérieur, il n'y a personne de critique. Il n'y a pas un philosophe. La seule personne à peu près critique, c'était une personne de la CFDT, j'ai oublié le nom de cette dame. Sinon, ils ont tous le même profil. C'est des technophiles, des gens de la Startup Nation. Donc, il n'y a personne pour penser les impacts sociétals, philosophiques, etc. Assumer de prendre quelqu'un qui a un discours un peu différent. Ce serait à minima pas une mauvaise chose. Oui, mais à l'inverse, tu as le Conseil national du numérique, où par contre, les gens qui ont les questions éthiques sont surreprésentés même, et ça leur a été reproché en disant on met des gens qui ne comprennent rien à la technique pour y réfléchir. Mais justement, il faut arrêter la technique par du politique, par de l'éthique. Et encore, j'aime pas le mot éthique, par de la morale. Parce que sinon, c'est tarte à la crème. J'ai écouté l'émission avec Hubert Etienne. En gros, on nous a dit que c'était la même chose, l'éthique et la morale. Ouais, mais bon, non, ça ne l'est pas. Quand on est éthicien et qu'on travaille chez Meta, Facebook, au même moment qu'il y a les pires scandales, on devrait faire comme Frances Haugen, on prend les documents en interne, on les balance dans la presse et on s'en va. Voilà. Sinon c'est du pipeau. Très souvent, j'entends, peut-être même dans French Tech, des éthiciens ou autres, Giada Pistilli qui nous dit mes souvenirs sont bons, je suis pas là pour leur dire quoi faire. Mais si, justement, l'éthique, c'est dire aux personnes ce qu'ils doivent faire. Sinon, c'est juste de la caution éthique. Ça ne sert strictement à rien. Ce qu'ils doivent faire, c'est plus après du juridique ou du droit. C'est un cadre à ce moment-là légal. Non, oui, il faut que le légal soit arrêté par la morale. Sinon, un peuple peut faire n'importe quoi tant que ça devient une loi. Il faut être arrêté par un grade au-dessus. Penses-tu que même avec un gouvernement modéré, je mets des guillemets à tout ce que je dis, les risques de mésusage, voire d'usage indésirable de l'IA sont à craindre ? Et si oui, lesquels ? Parce qu'on fait souvent référence dans notre podcast, entre autres, un certain nombre de textes de loi qui pourraient venir valider un certain nombre de choses qui, mis entre les mains d'un gouvernement moins modéré, voire plus extrême, pourraient devenir risqués. Je pense notamment en matière d'IA et computer vision, à la reconnaissance faciale, etc. Donc c'est quoi les risques de mésusage, voire d'usage indésirable de l'IA actuellement dans un gouvernement, avec un gouvernement à notre tête qui est plutôt modéré ? J'ai envie de dire que c'est même pire, les gouvernements modérés. Pourquoi ? Parce que même si c'est pas une bonne chose d'avoir des gouvernements autoritaires, à minima, c'est le politique qui dicte à la technique ce qu'elle doit faire. Alors que dans nos sociétés modérées, au final, c'est les techniciens qui ont le pouvoir. Et puis bon, ça n'empêche pas, je vous rappelle quand même qu'on est dans un pays où les forces de l'ordre, la police nationale pour pas la citer,
utilisent un logiciel de reconnaissance faciale qui est illégal. C'est aussi le cas de 200 polices municipales. Donc, bon, l'état de droit, je veux bien, mais en l'espèce, c'est pas terrible. Hein. Et là, je remercie, ça c'est les journalistes de Disclose qui ont sorti le dossier, je crois que c'était en novembre. Darmanin aurait dû démissionner parce que c'est terrible. D'ailleurs, un petit point quand même, c'est que la police nationale, c'est le pire. La gendarmerie nationale, c'est le meilleur. Pour le coup, là, vraiment, ils font les choses correctement. En termes d'implémentation de l'IA, c'est ma seule foi. Est-ce qu'ils utilisent le prédictif comme aux États-Unis c'est interdit? Non, le predictive policing, donc d'arriver à prédire là où va y avoir des crimes, etc. Ouais, est maintenant interdit par les AI Act. Ah, après, maintenant, peut-être qu'ils font du prédictif, j'en sais rien, sur le nombre de contraventions qu'ils vont être amenés à mettre. C'est IBM Watson, je crois, qui équipe les flics aux États-Unis dans pas mal d'États pour prédire justement Et pas l'entière. Effectivement. Donc, d'autres risques de mésusage ou d'usage carrément à craindre. Juste un petit point, c'est que la gendarmerie, elle développe en interne. Parce qu'elle ne veut pas avoir un effet boîte noire, elle ne veut pas qu'un acteur extérieur ait ses informations, ça ne correspond pas à la culture militaire. Donc ces gens-là, ils prennent le temps, ça coûte cher, mais ils font ça bien. Ce n'est pas comme la police nationale qui achète un logiciel israélien de reconnaissance faciale. Des mauvais usages, il y en a des tonnes. J'en prends un qui est assez connu. Faut-il rappeler qu'en 2021, le gouvernement des Pays-Bas il tombe à la suite du scandale d'utilisation d'algorithmes pour traquer les petites gens, les fraudeurs aux allocations familiales. Alors, à chaque fois, même après des enquêtes parlementaires, on n'est jamais sûr du nombre de familles endettées. 25 000, 30 000, etc. Ça, c'est assez extraordinaire. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même 2090 enfants retirés à leur famille. Les familles qui sont endettées, les services sociaux débarquent au bout de la fin des fins. C'est assez intéressant de voir les mécanismes organisationnels, la déresponsabilisation des individus, et des cas comme ça, on en a des tonnes. Et vu que c'est le pire cas, le plus connu, la CAF, en gros, des Pays-Bas, on pourrait se dire que la CAF française va bien faire des choses. Eh bien, c'est tout l'inverse. La Quadrature du Net a montré, c'est dans l'actualité, que la CAF française utilise des algorithmes qui sont discriminatoires. La Quadrature du Net a vraiment galéré pour avoir accès aux informations. Donc, bon, la question de l'open data, on pourrait en reparler. Et qu'est-ce que dit le directeur de la CAF? Il nous dit mais l'algorithme, il est neutre, la preuve, on ne sait pas comment il fonctionne. Je ne sais pas, il faut lui jeter des tomates à ce monsieur. C'est catastrophique. Donc, au sein d'États qui sont occidentaux, qui sont démocratiques, et la liste, elle est longue, je pourrais continuer comme ça, on a des usages qui sont terribles. La police espagnole, donc la CAF française, j'en ai des tonnes comme ça. Donc, je suis très inquiet, je suis vraiment très inquiet là-dessus. J'attends de la part de la société civile et des corps intermédiaires qui se réveillent parce que les États ne sont pas capables de se gérer sur ces questions-là. Et c'est là où ça peut être un peu surprenant, puisqu'on en a un petit peu parlé, et pour le coup, on le voit quand même assez régulièrement. Il y a une partie de la société civile, par la voix des scientifiques réputés, d'autres experts, et ceux qui sont les plus auditionnés par l'Assemblée nationale. Dernièrement, là, il y avait Arthur Mech aussi qui était auditionné, et dont Mick a fait un super résumé, ou qui sont sollicités au sein des commissions pour enquêter et pour émettre des recommandations. Alors, en fait, on a l'impression quand même que c'est des sujets qui sont sur le devant de la table, en dépit de représentations gouvernementales qui sont quand même bien pris en considération. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus, au fait? Sur ce point-là, je voudrais revenir sur le RIA, pour ne pas dire AI Act. Nos députés européens, qu'on imagine très intelligents, avec des ressources extraordinaires, et donc les meilleurs experts intellectuels à l'échelle mondiale et européenne, quand en 2021, en avril, ils déposent le premier texte du RIA pour encadrer l'IA, ils n'ont pas prévu l'IA générative. GPT-3, il est en ligne depuis l'été 2020. Il y a déjà eu des grands scandales ou grands happenings dans le monde de l'art grâce à des tableaux générés par IA. Ça fait des années que ça existe. Ils sont incapables de prévoir la chose suivante. Il ne faut pas oublier que le RIA, nos députés, ils ont accéléré. Et malgré le fait qu'ils ont accéléré, le texte y rentrera en pleine puissance en 2026. Il va rentrer étape par étape. 2026. Donc, en la matière, même ça, si... c'est le temps de la politique. On sait qu'il est moins rapide que... Oui, mais c'est le problème, c'est que le politique doit arrêter la technique. Le problème, c'est que tu dis ils n'ont pas anticipé, ils n'ont pas su anticiper. Est-ce que c'est à mettre sur le compte d'un agenda politique qui est mobilisé par d'autres enjeux qui semblent plus importants à court terme à traiter? Est-ce que c'est à mettre sur le compte des lobbies qui viennent les endormir, parce qu'on a reçu quand même pas mal d'invités pour vous expliquer comment ça se passe à Bruxelles. On est à 2 semaines à peine du vote pour les européennes. C'est quand même important de se poser ces questions-là. C'est quoi ton avis là-dessus? Juste un point, c'est qu'en 2021, l'IA générative, ça existe depuis... c'est l'article de Goodfellow 2014. Dans le monde de l'art, c'était 2016-2018, les tableaux générés par IA, beaucoup de monde en a parlé. En 2021, ça existe. GPT-3, il est en ligne et on peut l'utiliser
depuis un an, quand on est en 2021. Oui, les Transformers, c'est le papier de... Oui, c'est 2017. 2017, Oui, bien sûr. Donc c'est pas nouveau. En gros, c'est pas leur manque d'anticipation. Ils pouvaient le voir arriver. Ouais. Qu'est-ce qui explique qu'ils ne l'ont pas vu? C'est que Mais ça alors, ne les intéressait pas, et ils sont passés à côté parce que c'est des truffes, Oui. ou en fait, ils avaient d'autres priorités. Ouais. Alors, je vais revenir, je vais reboucler sur le début de la conversation sur la question de la postmodernité. C'est que ces gens-là n'ont que la technique comme idéologie. Et l'idéologie, le propre de l'idéologie, c'est le refus du réel. Je prends les cas de la France actuellement. Si on prend les écoles, les numériques, maintenant l'IA dans les écoles, alors, le numérique, on a plus de retours d'expérience dessus, ça a été la catastrophe. L'exemple, c'est la Suède, qui là, à l'été 2023, dit on arrête, on a fait du tout écran, résultat PISA qui s'effondre, on a fait de l'expérimentation sur les gamins, on est désolé. On pourrait dire la France, surtout la région Grand Est, avec leur programme lycée 4.0, où on a mis des écrans à la place des livres, on pourrait se dire désolé, on va changer les choses. Qu'est-ce que dit Audran Le Baron, on lui l'adore, le directeur du numérique de l'Éducation nationale? La France n'est pas la Suède. Qu'est-ce qu'il faut de plus? La science qui dit c'est pas bon, les expériences de pays entiers qui montrent que c'est pas bon, et donc là, le réel, ils le refusent parce qu'ils ont cet agenda théologico-numérique. Le progrès, c'est la technique. Donc, en dehors de l'idéologie, je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai envie de dire que je m'en fous, en fait. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est que ces gens-là sont censés nous représenter et agir, et ils ne font rien. Alors, quel serait le rôle, selon toi, du service public? Qu'est-ce que le service public devrait prendre comme rôle? Sachant que quand il est trop intrusif, on reproche à l'État d'être trop présent sur ces questions-là. Ouais. On en a parlé notamment avec Olivier Babot, d'ailleurs, assez récemment. Ouais. Quand il n'est pas assez présent, on lui reproche, que tu as dit tout à l'heure, de trop laisser faire, par exemple, sur l'accès à la pornographie pour les enfants. Ouais. Bon, quel positionnement trouver là-dedans, du coup? Alors, il faudrait voir certainement IA par IA, parce qu'entre une IA qui permet de soigner le cancer et l'IA assistant pédagogique dans les écoles, ça, c'est l'appel d'offres du 10 janvier 2024. Assistant des appels d'offres pour 13 millions d'assistants pédagogiques par IA. En même temps, on supprime 1000 postes d'assistants pédagogiques. En 2024, c'est l'arrivée du chassé-croisé. On vire les humains pour mettre de l'IA. Donc là, déjà, il faudrait voir IA par IA. Il n'y a pas de réponse forcément globale. Moi, je ne suis pas contre l'IA en général. Où tu as vu ça, qu'on avait viré des assistants pédagogiques pour les remplacer par une IA, pardon, mais... Alors qu'on supprime un millier de postes, c'est le député Coquerel qui, mettant, c'est mentionné dans le budget, c'est dans la presse, a montré qu'on supprime un millier de postes d'assistants d'éducation pour cette année. Et au même moment, moi, j'aime bien voir le chassé-croisé. Pas fléché pour les remplacer par de l'IA. Oui, c'est ça. Tu mets les deux. Non, c'est moi qui mets les deux, bien sûr. C'est moi qui mets les deux en parallèle. Oui, mais bon, quand le Hmm. ministre Attal nous dit devant l'Assemblée nationale, à la suite du rapport Enfants écran à la recherche du temps perdu, dit oui, l'éducation nationale doit balayer devant sa porte. Mais c'est toi, l'éducation nationale. La même semaine, en décembre, il disait les écrans sont un problème sanitaire. Et ensuite, il voit les acteurs de l'éducation tech et il leur dit ouais, c'est merveilleux, on va mettre des écrans de partout. Là, en même temps, là, c'est pas possible. Comme on est dans le domaine de l'éducation nationale, Ouais. moi j'avais une question de Édouard de Miolis. Oui, tu ouais. ne connais peut-être pas, en tout cas il te suit. Si, on discute. Et je me fais son porte-parole. Il te demande à quoi ça sert d'apprendre? La dignité de La l'homme. question qui tue, là. Non, elle est très simple. T'oublies qu'il est prof. Hein. Par rapport à l'homme diminué, Ouais. mais justement, par rapport à l'homme diminué dont on a parlé tout à l'heure, là on est en train de traiter du sujet de l'éducation nationale, Ouais. on pourrait se poser finalement à quoi ça sert d'apprendre alors qu'on peut avoir un objet technique qui sait déjà tout sur tout et sur lequel on s'appuie. C'est quoi la vocation d'apprendre encore aujourd'hui au XXIe siècle? Question provoque, évidemment. Non, mais pas du tout. Déjà, c'est qu'on va sortir du critère utilitariste. On oublie le critère de la performance, on met ça de côté. On fait les choses comme étant une fin en soi, parce que c'est bien. Apprendre l'histoire, faut pas considérer ça comme étant utile pour vendre des chaussures. Non, apprendre l'histoire, c'est bien pour apprendre l'histoire. Donc, c'est une question de la dignité de l'homme. L'homme, vous savez, je crois que c'est Erasme, j'ai un souvenir vague, une lettre à son fils. Tu apprendras à mon fils l'astronomie, la géométrie, les mathématiques, la musique. Bref, c'était super longue. Et tu seras un homme. Voilà, c'est ça la civilisation des Lumières. Donc, je suis vraiment heureux qu'on supprime un maximum d'emplois, parce que enfin l'école et l'université qui est devenue une machine à produire des compétences catastrophes, l'école et l'université vont devoir se poser des questions fondamentales sur quel savoir on transmet, comment on construit du citoyen éclairé. J'aime beaucoup la philosophe Camille Desjardins qui parle d'un retour à l'école républicaine et pas à l'école numérico-algorithmique. Ça, c'est mon propos. Revenir à l'école républicaine. En France, l'école, elle bâtit la République. Et donc, l'État est au centre de notre société. L'école, c'est vraiment l'institution que l'on rencontre tous. Il faut vraiment se réinvestir l'école et apprendre pour apprendre parce que c'est bien.
et pas simplement parce que c'est utile. Alors Marius, Oui. pardon, on en arrive un peu sur la fin de l'épisode. Oh. Ton message sur l'école, on a très bien compris. Tu nous as pas mal parlé d'éducation, évidemment, c'est un sujet, Ouais. c'est un sujet clé. Au-delà de l'école, au-delà de l'éducation, si on reprend donc ta thèse que la technologie est en train de nous enfoncer dans cette société postmoderne qui est de plus en plus de déchéance, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que tous, on dise stop à la technologie, on s'éloigne de nos smartphones, on rejette les IA qui sont en train d'arriver, il faut le reconnaître, à vitesse grand V sur le marché. Ouais. On arrête d'enregistrer des podcasts parce que tout ça se fait sur Internet. Qu'est-ce qu'il faut que chacun fasse selon toi ? Déjà, à l'échelle individuelle, je propose aux personnes d'arrêter, ça a été fait avec des enfants récemment, je crois, pendant 10 jours, d'arrêter d'utiliser des écrans et de retrouver ce que c'est que le monde, ce que c'est que l'expérience du monde. Regardez dans vos smartphones le nombre d'heures que vous passez, réfléchissez, est-ce que sur votre lit de mort, vous allez vous dire « Oh, j'aurais aimé passer plus de temps à regarder des vidéos TikTok ?» Je ne crois pas. Donc, il faut remettre la technique à sa place. Si vous sentez que vous avez des comportements addictifs, il faut arrêter. Il faut arrêter aussi avec le discours, je crois que c'est le discours de Café IA, on va voir, hein, mais la pédagogie, c'est comme si on était des enfants. On est des adultes, donc ce serait de l'andragogie, mais bon, passons encore sur les mots. Faire de la pédagogie sur le numérique, on va dire algorithmique. Est-ce qu'on parle de pédagogie sur la cocaïne, sur des substances addictives? Bien sûr que non. Il y a des points sur lesquels il faut dire non de manière claire, nette et précise. Pourquoi le RIA, ça ne m'intéresse pas? C'est parce que déjà... Attends, il faudrait dire non au numérique, comme on a dit non sur la cocaïne? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, il y a pas de... Enfin, sur les systèmes addictifs comme TikTok, il n'y a pas d'éducation possible. C'est addictif. Bon, en plus, ça... donc on devrait les interdire. On devrait les interdire, alors. Je ne vois pas quel TikTok. Je ne vois pas quel est l'intérêt de TikTok, en dehors de détruire les capacités cognitives des jeunes et de donner des informations au gouvernement chinois pour déstabiliser ensuite une démocratie. Je ne vois pas l'intérêt. Donc là-dessus... Donc typiquement, si t'es ministre de l'IA ou Premier ministre, tu interdirais TikTok. Ça ferait partie des mesures que tu pourrais prendre. Immédiatement. Ouais, okay. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Parce que là, sous couvert de libéralisme, on laisse les entreprises nous gouverner. C'est inacceptable. Et du coup, tu interdis Instagram et Facebook au passage aussi, alors? Il n'y a pas de raison. Alors là, c'est autant addictif. Non, mais alors, pour le coup, alors déjà, on n'est pas au même niveau, me semble-t-il, d'addiction, mais en tout cas, je régulerai à l'extrême, sur des temps d'heure ou autres. Prenons le cas d'Instagram. Une étude interne, vous en avez parlé il n'y a pas longtemps dans un épisode, une étude interne montre bien que Instagram le savait, 30% des adolescents qui utilisent le système sont blessés psychiquement par ça. Et ils continuent, ces gens-là. C'est pas possible. Et puis la dysmorphie, etc. Mais donc, en fait, sont les mêmes symptômes, sont les mêmes causes. C'est pas les mêmes plateformes, c'est pas les mêmes blocs idéologiques. T'as la Chine d'un côté, tu viens de le dire, t'as les États-Unis de l'autre. Qu'est-ce qui justifierait d'interdire TikTok, mais de laisser tourner Instagram avec éventuellement des garde-fous en termes de temps passé dessus? Déjà, pas grand-chose. Alors, je rappellerai que quand l'Inde a eu un petit conflit frontalier avec la Chine, ils ont supprimé TikTok, mais ils ont recréé un TikTok national. Bon, c'est quand même, ça reste une bêtise. Mais à minima, les informations ne partent pas au gouvernement chinois. Mais simplement, je vais revenir à ça. Est-ce que ça apporte... Les Russes ont fait pareil avec les plateformes américaines. Mais c'est autre chose. Oui, mais au moins, grâce à ça, Google n'a pas de l'information sur la totalité de l'humanité. Pas forcément une mauvaise chose. Un peu de souveraineté, de protection des citoyens, c'est pas une mauvaise chose. On comprend bien l'idée, Marius, de ce que tu évoques sur l'ensemble des réseaux sociaux et comment est-ce qu'on peut mixer cette approche-là. Mais j'ai Olivier Bobo qui a une question pour toi et qui va permettre de peut-être détailler encore un peu plus ton point. Et on va conclure sur cette question d'ailleurs, on a gardé la meilleure pour la fin. C'est le professeur Olivier Bobo, bien sûr. Olivier Bobo. Bonjour Marius. Alors, ça fait des milliers d'années que la technologie accompagne l'être humain, qu'elle est d'ailleurs critiquée. On a toujours l'impression qu'elle va détruire le monde dans lequel on est. Puis en fait, elle aide l'être humain à changer de monde, à en créer d'autres, à faire évoluer la société. Pourquoi ça s'arrêterait? Ça me paraît évident. Alors je répondrai au professeur Olivier Bobo que je respecte énormément parce que c'est certainement un des seuls chercheurs en gestion qui prend de l'espace dans l'espace public, qui joue ce rôle intellectuel, et déjà pour ça, bravo. Là, la technique se retourne contre nous. Je reviens à mes 30% d'adolescents états-uniens qui sont addicts aux écrans H24, c'est-à-dire almost constantly connectés. Donc plus de cours, plus de discussions, plus rien, on est sur un effondrement. Là, ce que évoque le professeur Bobo, c'est une analogie par rapport au passé. Et je reviens à ma fameuse dinde de Russell. Une dinde, nous dit le philosophe Russell, qui serait nourrie tous les matins à 9h, elle va en induire que tous les matins à 9h, elle sera nourrie. Et un jour, c'est Noël, et à 9h, c'est elle qui passe sous le bio. Donc on ne peut pas se servir du passé uniquement pour cela. Et je rappellerai que la société industrielle, elle a quoi, 150 ans? Elle est en train de détruire les conditions de possibilité de la vie sur Terre. Donc je ne crois pas que la technique nous aidera, enfin, que la technique est un bien en soi, et que de tout temps, ça va forcément nous aider. Là, on est face à une radicalité nouvelle, comme la bombe atomique. C'est pas forcément une bonne chose, c'est pas neutre.
bombe atomique, il n'y a pas un bouton pour dire tiens, je sauve des vies et de l'autre côté, j'en détruis. Donc ça sert juste à exterminer les individus. C'est pour ça qu'il faut gouverner. À minima, tout ce que je demande, c'est qu'on gouverne la technique par des choix politiques au sein d'une démocratie. C'est quand même pas grand-chose. Eh bien, j'espère que nos politiques t'entendront. J'espère que nos auditeurs aussi, à la veille des élections européennes, puisque tout ça se traduit en choix dans les urnes. Merci, Marius, pour cet épisode. Merci beaucoup. On rappelle L'homme diminué par l'IA, paru chez Herman. Mais vous qui nous écoutez, restez avec nous pour les 5 dernières minutes de cet épisode. C'est l'heure du débrief et il y a beaucoup à dire. Merci, Marius. Merci beaucoup. Marius. Marius. Au revoir. Merci les gars, merci. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Marius, il nous avait averti avant l'épisode. Il a dit, moi, quand je vais à un endroit, soit on m'aime, soit vraiment on rejette, on n'aime pas du tout ce que je dis. Alors, et vous, alors qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, vous, qu'est-ce que vous en Derrière les oreilles, pensez Moi, je vais vous dire ce que moi j'en ai pensé. Oui. J'ai pas du tout aimé. Je ressentais une réaction négative en moi, beaucoup de choses qui me disaient. Il y a plein de boutons qui ont poussé entre-temps. Ouais. C'est pas joli à voir. Peut-être pas quand même, mais la thèse globale selon quoi tout est en train de complètement partir en live, selon quoi l'homme, on va de déchéance en déchéance, de génération en génération, et là on en est à son paroxysme. Non mais c'est un petit peu comme ça que toi tu l'interprètes aussi, sois honnête. Il l'a pas dit exactement comme ça, je suis c'est pas à peu complètement près son d'accord. point de départ en tout cas, de réduire, de dire on dit ça y est, on ne croit plus qu'à la technologie, il n'y a que la technologie qui drive le progrès, c'est la seule vision pour l'homme. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Dit pas, je suis désolé, il ne dit pas exactement ça. Alors, soyons tous honnêtes autour de cette table, disons ce qu'on en a véritablement pensé. Honnêtement, moi, quand on a préparé l'épisode avec Marius, je suis tombé de ma chaise parce que parfois il avait... Alors certes, il a le sens des punchlines, qu'on a un peu moins retrouvé d'ailleurs ici, il faut être honnête. Dans son livre, il y en a plein des punchlines, c'est intéressant. Mais je suis tombé un peu de ma chaise en me disant, au-delà d'être technocritique, il est techno-pessimiste et ça va très loin. Et parfois, ça me semble un petit peu rester en surface. En vrai, quand on parcourt son livre, je ne l'ai pas lu de la première à la dernière page, mais j'ai quand même bien parcouru, il y a plein de choses intéressantes et... Je suis désolé, Mick, de te le dire, mais il n'a pas dit avec ces mots-là et il n'a pas fait un tel raccourci qui est celui que tu présentes. Il explique qu'il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de récit idéologique, ils ont tous disparu et là, pour le coup, tu peux puiser dans la sociologie, etc. C'est pas le seul à le dire. Et la seule idéologie ou la seule religion qui reste, entre guillemets, c'est la technique. Bon. Et de là, il nous dit la société postmoderne, elle est relativement déliquescente, il n'est pas dit, ça y est, on est tous foutus, machin, etc. Et quand on rentre dans le détail de chacun des points qu'il évoque, il n'a pas complètement tort. Après, si tu élargis la focale et tu raccourcis, tu stretches un petit peu le truc, oui, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui te dit, attention, la techno, c'est très mauvais pour nous, il faut s'en défaire parce que sinon, on va tous y passer. Moi, je vais vous dire deux choses. D'abord, j'espère que tous les financiers qui nous écoutent ne sont pas trop déprimés parce que demain, ils seront tous remplacés par l'IA. Ça, c'est mon premier point. Et petite pensée pour Julien Pillot qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps. Demain, c'est fini pour toi. Lui, il s'en fout, c'est déjà une IA. C'est déjà une IA. C'est vrai, t'as pas tort. Le deuxième point, je trouve que ce sont des gens qui sont nécessaires dans le discours, mais vraiment nécessaires. Dans l'esprit où on a toujours tendance peut-être à avoir ou un discours très techno-orienté, et c'est très bien aussi, ou un discours un peu mid-gamme, mais on a très peu de discours qui soient très technocritique et je trouve que c'est bon parce qu'il nous permet nous aussi d'affûter des arguments, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, il a le mérite pour moi de créer le débat et de créer des choses qu'aujourd'hui on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est ce qu'il dit. Ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'il est radical pour pouvoir provoquer des discussions. Il est quand même capable de rentrer dans le débat et de discuter. Ceci étant dit, il faut aussi. Moi, j'ai envie de rappeler deux choses. Notre podcast existe pour nourrir l'esprit critique. Donc, si on n'a pas les deux camps entre guillemets, on n'est pas nous-mêmes à l'aise et alignés avec ce que l'on prétend être, d'une part, et d'autre part, des gens qui apportent des discours radicaux, y compris sur ce sujet. Il y en a plein. Il y en a un ou deux, un en particulier que j'ai en tête, qu'on voit sur quasiment tous les plateaux, toutes les conférences qui agitent le chiffon rouge depuis des années, sur le côté la technique va tous nous remplacer. Tu penses à qui là, etc. À Laurent Alexandre, qui avance ses idées, ses convictions, et parfois c'est pas vraiment étayé. Bon, l'ami Marius, au moins, il étaye un petit peu. Et j'avoue que ça fait du bien d'être secoué, et que c'est très bien qu'on ne reçoive pas que des gens avec qui sont d'accord avec moi. Ça nous fait pas mal discuter entre nous. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, moi, je voudrais juste souligner, il y a une toute petite phrase qui m'a vraiment fait plaisir et sur laquelle je l'ai encore en tête et sur laquelle je voudrais vraiment qu'on revienne. C'était l'objectif de son discours un petit peu extrémiste. Il disait que finalement, sa finalité pour lui, alors il a les moyens, il les donne,
mais c'est retrouver l'espérance du monde. Je trouvais cette phrase absolument géniale. Joli. J'aimais beaucoup. Oui, mais il est relativement poète, le Marius. Ah, mais dans c'est son magnifique. style, Et vraiment, elle m'a parfois, touché cette phrase. et parfois, à l'inverse, il a le sens de la formule, mais qui fait un petit peu peur, parce que quand il dit, dès le début de l'épisode, ce sont des esprits mal préparés, mal dressés, il dit, qui présentent un terreau favorable à l'arrivée à l'installation rapide d'outils comme l'IA et comme ChatGPT, parce que du coup, ça les subjugue et ils n'ont pas le recul nécessaire, ils n'ont pas l'esprit critique. Alors, sur le fond du sujet et sur la fin du sujet, je suis d'accord avec lui. Sur la façon de présenter les choses, le vocabulaire, attention, parfois ça peut faire un peu flipper, des esprits mal dressés. Et sur cette partie de vocabulaire, il faisait une petite allusion sur les ressources humaines, qu'il va falloir que forcément je réécoute, mais je trouvais qu'elle était assez piquante. Il a aussi une forme d'interventionnisme, ou en tout cas il appelle à une forme d'interventionnisme assez fort. Moi j'ai noté sa phrase: l'éthique, c'est dire ce qu'il faut faire, le légal doit être arrêté par la morale. On parlait du sens de la formule, là il a fait pas mal pour le coup. Bon, alors de ces idées-là, on en arrive plus tard à se dire, ok, donc il faut interdire TikTok, et puis très fortement réglementer la manière dont on utilise un Insta, un Facebook ou autre. Bon, au-delà que ça va faire mal à ma fille, ça aussi, je suis désolé, je ne peux pas être d'accord avec ça. Évidemment, il y a des risques à utiliser TikTok. On en parle à longueur de podcast. Évidemment, il faut être hyper prudent. Évidemment, il faut trouver les moyens, et il faut avouer qu'on ne les a pas trouvés jusque-là, de guider notre jeunesse pour pas être trop sur les risques et dangers que ça amène. De là à interdire des outils comme cela, je trouve qu'on y va un peu fort, et le totalitarisme est juste derrière. Hein. Il a une position, en tout cas, c'est sûr, qu'il assume, d'ailleurs, très radicale. On est Ah d'accord. oui, L'interdiction, je ne suis pas en phase avec ça non plus. En tout cas, ça nécessite un débat qui va un petit peu plus loin que juste dire, bon, on interdit. En revanche, il ne se cache pas d'être pour une réglementation très forte. On en a reçu d'autres qui prônent la réglementation. D'ailleurs, il ouvre son livre sur une citation, c'est à prendre aussi avec des pincettes, mais d'Elon Musk qui appelle à plus de réglementation de l'IA. On sait bien pourquoi Elon Musk a joué cette partition-là. Il vient tout juste d'ailleurs de lever lui-même 6 milliards qui viennent valoriser à 25 milliards XAI. Donc il y a 2 poids 2 mesures chez Elon Musk. Pour autant, il ne s'en cache pas. Dès l'ouverture de son bouquin, quelque part, il nous dit plus de réglementation pour nous aider à contrôler un petit peu ce qui se passe avec l'IA. French Tech. Et voilà, nous avons passé plus ou moins 60 minutes très chaudes ensemble pour exercer notre esprit critique sur l'IA et son impact sur l'homme. Alors, plutôt diminuer, augmenter ou à vous de compléter. On espère que cet épisode avec Marius Bertolucci vous a plu et qu'il a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech éthique. C'est tout ce qui compte pour nous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de poster un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Nous, ça nous aide à garder la gouache. Vous pouvez aussi lever un pouce sur YouTube et partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Ça donne du sens à notre engagement, je vous le disais. Et puis, vous, ça vous aide à propager l'esprit critique. Et puis tiens, pour nous quitter, j'ai envie de vous laisser avec cette autre loi d'Arthur C. Clarke. Vous vous souvenez, on en a parlé dans l'épisode. Quand un savant reconnu mais vieillissant estime que quelque chose est possible, il a presque certainement raison. Mais lorsqu'il déclare que quelque chose est impossible, il a très probablement tort. French Tech, esprit critique pour tech éthique.